pas un vrai orateur ce soir. Je vais me contenter de passer le plat à mon voisin qui se fera un plaisir de vous déposer le menu principal. Alors, si l'on en croit tes paroles, ceci serait le meilleur d'Étienne Bimbenet et ceci serait le pire, mais apparemment, vous êtes masochiste puisque vous êtes venu vous confronter au pire, non content de lire le meilleur chez vous. Donc j'ai toujours grand plaisir à recevoir et à accueillir Étienne Bimbenet. Quand Anita Gonzalez-Raymond m'a demandé si j'avais des idées justement de conférencier pour ouvrir ce cycle, j'ai tout de suite pensé à Étienne, évidemment, à la fois parce que, comme vous le verrez, c'est un orateur passionnant et aussi parce que son travail s'ancre depuis le début, depuis très longtemps maintenant, dans des problématiques qui sont vraiment en plein dans la thématique de cette année, à savoir l'éthique et le vivant. Étienne Bimbenet donc, est désormais professeur de philosophie contemporaine à l'université de Bordeaux-Montaigne. Il s'intéresse depuis très longtemps à ce que mon illustre homonyme dans cette université, Franck Tinlan, nommait la différence anthropologique. Qu'est-ce qui constitue finalement l'humain ? Non pas considéré in abstracto, dans son splendide isolement, mais dans sa confrontation incessante avec ce qui n'est pas lui, avec ce qu'il n'est pas, ou avec, pour reprendre une de tes formules, ce qu'il n'est plus. Depuis de longues années, Étienne Bimbenet essaye de sonder ce paradoxe qui est que, à la fois, l'homme est un animal, il faut faire sa part au naturalisme, mais en même temps, l'homme n'est plus un animal. Et il faut aussi faire sa part à une approche qui ne s'enferme pas dans un réductionnisme, qui, justement, à force de vouloir retrouver l'animalité en l'homme, en viendrait à oublier que cet animal est humain. Donc cette interrogation au long cours s'est notamment incarnée dans 3 ouvrages successifs. L'animal que je ne suis plus, précisément, publié chez Gallimard autour de 2011, il me semble, de mémoire. Puis l'invention du réalisme, plus récemment. Et enfin, donc, l'année dernière, le complexe des 3 singes, dont je viens d'apprendre d'ailleurs qu'il a été récompensé du prix de philosophie de Monte-Carlo cette année, prix amplement mérité, donc, pour cet essai passionnant qui aborde justement ces thématiques-là, peut-être sous un angle plus peut-être polémique, ou en tout cas un angle qui est plus en prise avec les mentalités, avec l'actualité, qui essaye un peu de faire œuvre d'essayisme au sens noble du terme, après s'être confronté à la voie longue de la confrontation avec la biologie, avec les sciences humaines dans les ouvrages précédents. Donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. Encore une fois, la démarche d'Étienne Bimbenet tient finalement dans ce geste qui est à la fois d'assumer une confrontation pleine et entière avec la naturalité humaine, et donc d'assumer un geste naturaliste. Il faut replacer l'homme dans son contexte, il faut écouter les biologistes, les éthologues, l'ensemble des représentants des sciences de la nature qui nous apprennent combien il est illusoire de vouloir isoler l'homme de la nature dont il provient. Et en même temps, il y a un geste anti-réductionniste, anti-zoocentriste, d'une certaine manière, c'est ce dont il va nous parler en partie aujourd'hui, qui consiste justement à ne pas non plus céder trop facilement sur ce que l'humain a de propre, quand bien même ce propre ne serait pas justement une sorte d'entité métaphysique, inamovible, éternelle. Il ne faut pas trop céder rapidement sur ce terrain, à la fois pour des raisons théoriques et aussi pour des raisons qui tiennent justement à l'éthique. Il va nous en parler juste après. D'où la nécessité pour Étienne Bimbenet, justement, à mi-chemin, mais on sait qu'en philosophie, la médiété est une excellence, un sommet, et pas juste un consensus mou, à mi-chemin entre un naturalisme réductionniste qui ignorerait la part proprement humaine de l'animal anthropologique, et d'autre part une forme d'humanisme désincarné, abstrait, qui refoulerait finalement cette animalité. Étienne Bimbenet entend proposer justement un naturalisme équilibré, nuancé, qui sait justement faire la part de ce qui en nous justement relève d'un ancrage dans la nature et de ce qui est aussi l'œuvre de ce qu'il appelle, après d'autres, une seconde nature, une culture qui, précisément, le met à distance, creuse sa distance, qui va lui permettre, paradoxalement, d'interroger sa propre part de naturalité, d'interroger son rapport aux animaux, d'interroger le rapport à ce qui n'est pas lui ou à ce qui n'est plus. Je lui laisse immédiatement la parole.
Merci beaucoup Olivier pour la précision de cette présentation. Et tu es très charitable intellectuellement quand tu me présentes. Merci beaucoup. Vous m'entendez ou à peu près? Attendez, je vais faire ça parce que ça sera mieux. Voilà. Je voudrais remercier l'Université Paul Valéry pour son accueil et puis les organisateurs de cette manifestation, Anita Gonzalez, Raymond et Frédéric Tudoré pour cette grande organisation. Et puis je suis content de m'adresser à vous, doctorants pour la plupart, si j'ai bien compris, puisque vous êtes le sel de la terre, vous êtes la recherche vive de demain, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Et puis je voudrais remercier les organisateurs et les doctorants. Si j'ai bien compris, vous êtes la première étincelle de ce colloque parce que vous avez, je crois, choisi un thème important. Le moins qu'on puisse dire, l'éthique et le vivant, hein, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce thème fait sens aujourd'hui. Nous sentons tous, de manière plus ou moins réfléchie, que quelque chose se passe aujourd'hui dans notre rapport aux vivants, aux animaux, aux espèces vivantes, aux plantes, et plus exactement dans notre rapport éthique aux vivants, dans notre rapport de considération morale ou de responsabilité morale que nous aurions à l'égard de la nature vivante en général. Or, comme le remarque Hans Jonas, le philosophe allemand, dans son grand ouvrage de 1979, qui était un premier grand best-seller de philosophie écologique, Le principe responsabilité, que je vous encourage à lire, parce que c'est un magnifique ouvrage, 1979. Hans Jonas, le philosophe allemand, remarque, c'est une remarque qui est assez banale, mais elle vaut d'être rappelée, que dans le champ éthique, c'est toujours le mal, pas le mal, hein, le mal, qui a le premier mot. C'est le mal fait, c'est la faute commise, c'est le crime, c'est l'offense, c'est l'atteinte à l'intégrité physique, par exemple, ou morale. C'est le mal qui appelle un sursaut éthique, un sursaut de responsabilité morale. Or, le mal, nous le connaissons par cœur aujourd'hui dans nos relations avec la nature vivante. Hein. Nous dévastons comme jamais cette terre, cette unique terre, il n'y en aura pas d'autre, qui est la nôtre. Nous la dévastons au sens étymologique, nous la dépeuplons, nous la vidons de ces différentes espèces, animales ou végétales. Je pense aux espèces marines, bien évidemment, on en a beaucoup entendu parler récemment. Je pense aux espèces terrestres. Nous sommes en train de commettre le pire à cet égard, et puis nous savons, et nous nous en divertissons assez facilement, mais nous savons que nous commettons le pire à l'égard des animaux en batterie, à l'égard des animaux qui sont soumis à cet élevage industriel intensif, sans compter les expérimentations au laboratoire. Nous menons ce que Jacques Derrida appelle une guerre sacrificielle, une guerre à mort à l'égard des animaux. Alors il y a deux types de considérations. Il y a la considération écologique à l'égard de la Terre, à l'égard des espèces vivantes, et puis il y a la considération animaliste, si je puis dire, à l'égard des animaux sentients, à l'égard de la sensibilité animale. Et ce sont en général deux types d'engagements différents. Les militants ne sont pas toujours les mêmes, les militants écologistes, les militants animalistes. Les uns se dévouent davantage à des écosystèmes ou à des espèces animales dans leur ensemble. Les animalistes se dévouent davantage à la souffrance, à la sentience, à la sensibilité des animaux pris individuellement. Donc ça n'est pas exactement les mêmes engagements. D'un point de vue académique, ce ne sont pas les mêmes éthiques. On parle d'éthique environnementale, on parle d'éthique animale, on parle entre elles d'un certain conflit, d'un mauvais mariage et d'un divorce rapide, pour reprendre le titre d'un article de 84. Quand il faut sauver un animal, ça peut être au détriment d'une espèce entière, ou inversement, quand il faut sauver un biotope, ça peut être au détriment de certaines vies animales, individuelles. Bon. Mais on peut considérer quand même que nous avons une responsabilité globale, aussi bien à l'égard des animaux pris individuellement et de ce que nous en faisons, qu'à l'égard de notre environnement et ultimement de la Terre. Et on peut considérer que la vieille maison de l'homme doit se rendre plus accueillante à l'égard des non-humains, qu'il faut ouvrir toutes grandes les portes et les fenêtres
aux êtres vivants, parce que un certain capitalisme prédateur est en train de commettre le pire à leur égard, et que donc ce pire, ce mal que nous sommes en train de connaître et de commettre, appelle un sursaut éthique. De fait, nous y allons. Vous aurez remarqué que je n'ai pas le sentiment de plaider dans le désert ici, j'ai le sentiment de reprendre ou d'accompagner simplement un mouvement ça avance, aussi bien d'un point de vue écologique que d'un point de vue animaliste. Depuis, disons, une petite cinquantaine d'années, disons les années 70, les mouvements écologistes et animalistes grandissent, se font de mieux en mieux entendre politiquement. Pour reprendre une métaphore de celui qui fut le premier, sans doute, à plaider pour la libération animale, Peter Singer, l'Australien Peter Singer, la libération animale, c'était 1975, ça date à peu près le début des éthiques animales. Mais il a un autre ouvrage en 1981 qui s'appelle The Expanding Circle, le cercle qui s'étend. Voilà, le cercle de la considération morale est en train de s'étendre pour y inclure ceux qui n'ont pas voix au chapitre, qui ne parlent pas, ceux qui font silence, et il s'agit des animaux et peut-être ultimement les espèces animales et les plantes. Et nous sommes en train d'étendre ce cercle réservé jusqu'ici aux humains et qui est en train de s'étendre aux non-humains. Alors, je reviendrai plus précisément demain matin, parce qu'il y a un atelier demain matin, enfin une table ronde où je reviendrai plus précisément sur ce thème éthique et la manière, à mon avis, la juste manière d'envisager le rapport éthique aux animaux. Ce que je voudrais faire ce soir, c'est élargir un peu la focale et replacer cet élargissement éthique. Cette éthique est en train de se rendre plus accueillante à l'égard des animaux et de la nature vivante en général. Je pense, et que c'est un préalable, je pense qu'il nous faut considérer cet élargissement éthique sur le fond d'une mutation anthropologique plus profonde à laquelle nous avons affaire, dans laquelle nous sommes, si je puis dire, et dont l'élargissement actuel de l'éthique n'est qu'un des aspects. Sans doute l'aspect le plus visible et le plus prégnant, pour nous sans doute le plus viscéralement concret, si je puis dire. Mais je pense qu'il nous arrive quelque chose. Notre image de l'homme est en train de changer. Et pas seulement nos devoirs à l'égard des animaux ou des plantes. Nous sommes en train de réfléchir différemment notre humanité. Je trouve assez frappant cette mutation-là. De quoi s'agit-il? Eh bien, du fait que l'opinion est de mieux en mieux partagée, selon laquelle nous sommes des animaux comme les autres. De plus en plus spontanément, nous nous sentons animaux autant qu'humains, et peut-être plus essentiellement animaux qu'humains. Ce que j'appelle, et Olivier l'a rappelé à l'instant, un zoocentrisme. Au centre de notre humanité, et en son cœur essentiel, il y a l'animalité. Et je suis assez frappé par le fait que les gens, très spontanément, se disent des animaux comme les autres, de différentes manières. En général, en disant la différence entre l'homme et l'animal n'est qu'une différence de degré et certainement pas de nature, parce qu'on a très peur d'une forme d'épouvantail qui serait un épouvantail métaphysique. Différence de nature, ça fait métaphysique, donc on n'en veut pas, et donc du coup on se rabat sur une différence de degré. Mais disant cela, on va le voir à l'instant, on rabat très sérieusement l'humain sur le biologique, donc ça n'a rien d'évident. Donc soit on plaide, et je ne connais pas beaucoup de gens aujourd'hui qui disent autre chose que cela, on plaide pour une différence de degré, en voulant se mettre à l'abri de la métaphysique, alors qu'on peut plaider pour une différence structurale, une différence radicale, qui ne soit absolument pas métaphysique. Ou alors on dit la différence entre l'humain et les autres animaux, c'est une différence d'espèce à espèce, de même qu'il y a une très grande différence entre le cheval et le poulpe, il y a une très grande différence entre l'homme et le cheval et le poulpe. Donc il n'y a aucune raison de faire un sort à l'humain et d'en faire autre chose qu'une espèce vivante parmi d'autres. Mais ce faisant, une fois de plus, on biologise. On se donne comme critère de notre humanité. Ça a l'air très bien, ça a l'air très accueillant, très, très équitable, mais ce faisant, il faut se rendre compte qu'on biologise l'humain. On donne comme critère de l'humain une différence d'espèce biologique à espèce biologique. C'est un geste assez particulier, vous voyez. Et donc, autant je pense que le travail éthique, l'élargissement éthique est devant nous. Et il faut y aller. Et
Nous y allons à plus ou moins grande vitesse. Hein. Certains, comme les véganes, dont on parle beaucoup en ce moment, ils vont très vite, d'autres résistent, d'autres y vont à leur rythme. Mais je pense qu'on est en train d'y aller. Et autant, je pense qu'il faut accompagner ce mouvement. Autant, la thèse anthropologique consistant à dire que nous sommes des animaux comme les autres me semble, elle, en revanche, contestable. Je pense qu'on peut élargir le cercle de l'éthique, on peut y aller sans se raconter d'histoire sur ce que nous sommes. On peut parfaitement assumer, comme je le fais, que nous sommes différents. Nous sommes même assez radicalement différents pour avoir, par exemple, commis le pire. Nous sommes en train de commettre le pire. C'est-à-dire que nous avons le pouvoir technoscientifique de commettre le pire, d'inventer un sinistre nouvel âge de la Terre qui s'appelle l'Anthropocène. Bon, voilà, nous avons ce pouvoir. Bon. Donc, dire que nous sommes infiniment différents n'est pas forcément célébrer l'humain. Hein. Ça peut être aussi constater que voilà, nous avons un pouvoir incommensurable à celui des animaux. Mais donc, je pense qu'on peut assumer cette différence sans offenser l'animal, hein, pour reprendre une expression d'Elisabeth de Fontenay, sans leur faire offense. Et je pense, et ce que j'essaierai de montrer demain, qu'on peut inventer une éthique. C'est ce que j'essaie de faire dans mon ouvrage, à la fin de mon ouvrage, Complexe des trois singes. J'essaie de dire, on peut plaider pour une éthique de la différence animale. On peut considérer qu'ils sont très différents de nous, et ça ne nous empêche pas de les respecter. On n'est pas obligé de faire l'animal à notre image, hein, de produire des singes savants ou des chiens de cirque, hein, pour les respecter. On peut les respecter dans leur infinie différence. Et dans notre infinie différence, c'est pareil. Et donc, la question pour moi, et ce que j'aimerais voir avec vous ce soir, c'est pourquoi cette ère d'époque, cette chanson d'époque qui nous fait dire très spontanément et très sincèrement le plus souvent, oui, bien sûr, nous sommes des animaux comme les autres. Bien sûr, une espèce de précipitation. Vous voyez, je mime la précipitation, mais je vais vous la lire, la précipitation. J'ai enseigné 15 ans à Lyon, et s'est construit pendant que j'étais à Lyon un très beau musée qui s'appelle le musée des Confluences. Et quand je visite, il y a 3 ans, la salle consacrée à l'humain dans la maille du vivant, voilà ce que je lis à propos de l'humain. Vous allez voir, quand je dis il y a une espèce de précipitation à dire nous ne sommes rien d'autre que des animaux. Le cartel définissant l'humain au musée des Confluences. Un animal particulier, ça c'est le titre. L'être humain a développé des spécificités sur de nombreux caractères tels que le social, le cognitif, la conscience de son corps, etc. Là, on se dit, il est vraiment différent. Mais là, on en a trop dit, donc le cartel continue. De telles spécificités ne font pas de lui un être à part, juste un animal particulier au même titre que les autres. Ouf, nous voilà rassurés. Hein, on a failli dire qu'il était différent, donc on se rabat sur le fait que non, surtout pas, juste un animal particulier au même titre que les autres. Je trouve ça très frappant, ce type de phrase, et je me demande ce qui nous arrive pour que nous ayons si peur de ces grandes différences. Pourquoi voulons-nous des gentilles différences ? Qu'est-ce qui nous fait peur dans le fait que l'animal humain soit un animal très particulier qui se désanimalise en quelque sorte en permanence à travers en effet tout un univers de culture, hein. Non pas de manière métaphysique, hein. Il ne s'agit pas de faire revenir la théologie ou la métaphysique par la porte, hein, ou par la fenêtre. Non, c'est juste, voilà, il se trouve que dans certains récits de l'évolution, on fait intervenir de plus en plus le facteur culturel, et ce facteur, il est assez particulier aux humains, hein, pour que ça fasse une immense différence. Alors, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui pour que ça s'installe comme ça, ce zoocentrisme, de manière assez sincère? Alors, il y aurait une façon assez expéditive, si je puis dire, de répondre à cette question du zoocentrisme. Ce serait, par exemple, de l'inclure dans ce que un philosophe que vous connaissez peut-être, qui est un collègue, qui s'appelle Frédéric Worms, qui a publié une histoire de la philosophie en France. Il parle à propos de notre moment philosophique, il parle d'un moment du vivant. Il dit, nous sommes en train de vivre un moment du vivant. Et si on poursuit ce que dit Frédéric Worms, on pourrait dire, oui, c'est vrai que la vie est en train de prendre une place assez considérable dans nos vies, de différentes manières, très différentes les unes des autres, mais au fond assez convergentes. Il y a toutes ces politiques globales qui consistent à sécuriser les populations contre des grands risques écologiques, par exemple, hein, grandes catastrophes naturelles, en grande partie dues d'ailleurs au réchauffement climatique, mais pas que. Je pense aussi à des grandes pandémies, à des déplacements de population, etc. Et donc l'idée de la vie humaine comme vie vulnérable s'impose en politique et configure une forme de responsabilité biopolitique, hein, qui est assez frappante aujourd'hui. Mais on peut penser aussi à d'autres
symptômes de vitalisation, hein. On peut penser par exemple à tout ce qui a l'importance de plus en plus grande de notre rapport au corps et à l'optimisation de notre corps dans ce qu'on appelle les biotechnologies. Optimisation, augmentation de nos pouvoirs sensorimoteurs par toutes sortes soit d'interventions chirurgicales, soit d'intrusion de prothèses dans le fonctionnement du corps, etc. Soit dans la procréation, hein, on parle de plus en plus de procréation médicalement assistée, etc., qui font que le rapport au corps, à ma vie, à l'optimisation de cette vie prend une place de plus en plus importante. C'est un phénomène assez connu, je ne vais pas m'y étendre. Je vais prendre un phénomène encore plus différent, c'est une forme d'importance assez considérable dans le tout de nos vies de la consommation. Nous consommons beaucoup, en masse, au détriment de la planète. Mais ça veut dire que les besoins, nos besoins, très concrètement, dans le monde tel que nous vivons, sont au centre. Hein, de quoi j'ai besoin, de quel artefact technique j'ai besoin, qu'est-ce que je vais manger, etc. L'hyperconsumérisme installe d'une manière très très différente, là encore, la vie, hein, la simple vie au centre de nos vies. Alors quand on prend ces différents phénomènes, il y en aurait encore d'autres, on aperçoit une forme de vitalisation assez importante et quelque chose comme un moment du vivant qui s'installe aujourd'hui. Sauf que quand on dit ça, on oublie que... Alors on dirait, alors dans ce cas-là, le zoocentrisme, hein, le fait de se sentir animal serait juste, voilà, ce serait l'un des symptômes de ce moment du vivant. Sauf que disant ça, on ne rend pas justice au zoocentrisme. On le prend dans une espèce de mouvement comme ça, d'une espèce de grand mouvement qui va, en grande partie lancé et stimulé par une forme de pensée néolibérale, hein, qui met la consommation au centre, qui met la gestion et l'optimisation des ressources humaines au centre, etc. Bon, on ne peut pas dire que le zoocentrisme accompagne ce mouvement-là. Au contraire, le zoocentrisme, c'est une forme de pensée très critique et très lucide et très généreuse d'une certaine manière. Il ne faut pas oublier ça. Les gens qui disent « attention, nous sommes des animaux comme les autres », en général, lisent, se tiennent informés, hein, ils lisent Franz de Waal, ils lisent Franz de Waal, le primatologue américain, ils connaissent Darwin, ils savent que nous sommes des animaux perfectionnés d'une certaine manière. Bon, ils ont une certaine idée de la science, de ce que nous apprend la science. Par ailleurs, ils ont une éthique à l'égard des animaux. Ils savent que les animaux souffrent en batterie et qu'ils veulent améliorer les choses. Donc, vous voyez, il y a dans le zoocentrisme une pensée à la fois éclairée et généreuse. Et le plus souvent critique à l'égard justement d'un néo-capitalisme ou néolibéralisme qui nous fait beaucoup de mal, et on aimerait que ça aille mieux, en l'occurrence à l'égard des animaux. Donc certes, le zoocentrisme appartient, je pense, au moment du vivant, mais sur un mode progressiste. Ça appartient au progressisme contemporain. Ce n'est pas exactement la même chose de dire je vais consommer de plus, je vais optimiser mes propres ressources, etc. Je vais sécuriser ma vie. Et de dire je vais au contraire me mettre au service d'une autre vie, de celle de l'animal. Vous voyez, il y a d'un côté une forme d'égoïsme en quelque sorte, de l'autre au contraire un très profond altruisme du côté de l'animalisme et du zoocentrisme. Donc je pense qu'il ne faut pas confondre, et je pense que le zoocentrisme en général appartient à un certain moment du vivant, mais progressiste, et c'est important de le noter. Alors une fois qu'on a dit ça, reste à savoir ce qui motive cette façon de se sentir animal ou animal comme les autres. Je pense qu'il y a plusieurs motivations, j'en retiendrai trois. Trois motivations assez différentes l'une de l'autre. Trois types au fond d'aveuglement. Je pense que quand on dit « je suis un animal comme les autres », on dit quelque chose de faux, on dit quelque chose de contradictoire, on s'auto-contredit performativement. Pour les philosophes dans la salle, l'autocontradiction performative, hein, le crétois qui dit tous les crétois sont menteurs. Hein, donc il dit, je vais vous dire quelque chose qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas de vérité, on est tous menteurs, etc. Bon, vous voyez, la forme de l'affirmation contredit son contenu. Quand je dis l'homme est un animal comme les autres, je m'appuie sur une science très humaine, une primatologie, une éthologie, une psychologie cognitive très humaine pour dire, et qui n'appartient à aucun animal ne produit ce type de science, pour dire au fond on est comme les animaux. Donc, vous voyez, le contenu de mon affirmation est contredit par sa forme scientifiquement instruite. Ou alors je dis il faut respecter les animaux au même titre que l'humain, dans une pensée très antispéciste par exemple, hein, sur un mode moral cette fois-ci. Bon, mais parce qu'ils sont comme nous. Il n'y a aucune raison que de faire de l'espèce humaine une espèce à part. Sauf qu'on ne connaît aucune espèce animale qui prend fait et cause pour toutes les autres espèces sentientes ou sensibles.
l'altruisme animal est très limité. On en connaît des cas qui sont en général assez exceptionnels ou en général très proximaux, hein, la mère pour sa progéniture, etc. Mais l'idée d'un combat systématique pour toute vie sentiente, pour toute vie sensible, voilà, c'est un trait spécifiquement humain. Donc oui, on dit quelque chose de faux. Mais pourquoi le dit-on? Alors je pense qu'il y a 3 motivations assez différentes qui nous rendent très sincères quand on dit ça. D'abord, il y a une motivation épistémique. Il y a un certain rapport au savoir qui est le nôtre aujourd'hui. Il faut avoir ça en tête, c'est pas rien. Chaque fois qu'on dit l'homme est un animal comme les autres, la différence n'est que de degrés, etc., ou elle n'est que d'espèce à espèce, bon. À chaque fois, on s'appuie sur une certaine science de la nature, biologie de l'évolution, primatologie, la génétique, etc. Par exemple, on va chercher le fameux coefficient d'apparentement génétique entre l'homme et les chimpanzés. On dit, regardez, nous partageons 98,4% de nos gènes avec les chimpanzés, donc il n'y a aucune différence. Là, il n'y a aucune différence si on considère que nous ne sommes que ce que les sciences de la nature connaissent de nous, et si on considère que les sciences de la nature sont le dernier mot, et la génétique est le dernier mot de notre humanité. On peut parfaitement considérer qu'il y a autre chose dans notre humanité que nos gènes. Et donc le problème, c'est que, et là il y a une forme d'aveuglement qui me semble assez caractéristique, c'est qui est une forme de configuration assez générale du savoir aujourd'hui, qu'on appelle un naturalisme, c'est-à-dire un primat donné aux sciences de la nature, mais à travers lequel s'oublie un certain discours propre aux sciences humaines. Il se trouve que depuis une trentaine d'années, notamment à la faveur d'un paradigme cognitiviste, les sciences humaines sont en quelque sorte transformées de l'intérieur par un profond primat des sciences de la nature, et en particulier des sciences de la vie, à la faveur des neurosciences par exemple, ou des sciences cognitives, ou des neurosciences cognitives, ou encore de la biologie de l'évolution, ou encore de la psychologie évolutionniste, toute science issue des sciences de la nature, mais qui voudrait donner le dernier mot sur notre humanité. Or, on peut considérer que les sciences humaines ont quelque chose à nous dire, je pense à la sociologie, psychanalyse, linguistique de l'apprentissage verbal chez le petit homme, hein, le petit homme, comment est-ce qu'on apprend à parler, bon, toutes sortes de savoirs qui ne sont pas directement issus des sciences de la nature et des méthodes des sciences de la nature, et qui ont une spécificité. Et quand on écoute ces sciences humaines, eh bien, on entend un autre son de cloche. On aperçoit quelque chose de très spécifiquement humain du côté du culturel en particulier. Et donc, je pense qu'il faut rester ouvert aux sciences humaines, ne pas se laisser trop vite dicter par une forme d'autorité qui est propre aux sciences de la nature. Les sciences de la nature ont une autorité considérable. Elles ont une autorité considérable parce qu'elles nous ont appris plein de choses que nous pensions totalement délirantes, mais elles nous l'ont appris. Elles nous ont appris que la Terre était ronde, par exemple. Pour nous qui marchons sur une terre plate, c'est délirant. Et pourtant, elles ont raison. Bien sûr, la Terre est ronde. Mais vous voyez, on nous a convaincus de croyances qui étaient les mieux partagées, les plus évidentes. On a convaincu, les sciences de la nature ont ce pouvoir incroyable de suspension de l'incrédulité, comme on dit. Elles ont ce pouvoir incroyable de nous montrer que notre expérience peut être complètement fausse. Mais si cette autorité est considérable, il ne faut pas oublier ce discours des sciences humaines. Il est important. Parce que quand on n'écoute que les sciences de la nature, d'une certaine manière, je dirais qu'on est au spectacle. On devient passif. Je vais vous prendre 3 exemples de sciences de la nature qui, au fond, nous rendent passifs dans notre rapport à nous-mêmes. C'est quoi ces sciences de la nature? C'est d'abord la biologie de l'évolution, au sens darwinien, disons-le comme ça, qui nous apprend que nous sommes ce qu'une certaine compétition adaptative a fait de nous, et d'une certaine manière ce que nos gènes font de nous. Dans une version un peu hard de la biologie de l'évolution, ce sont nos gènes qui sculptent, qui font notre humanité. Mais si c'est le cas, nous sommes humains par voie d'héritage génétique, et être humain, c'est hériter d'une génétique, mais c'est pas faire grand-chose. Nous ne nous faisons pas humains, nous n'avons pas de responsabilité à l'égard de nous-mêmes. Nous sommes humains par droit de nature, en quelque sorte. De la même manière, les neurosciences cognitives donnent au cerveau un poids considérable. Et bien souvent, vous prenez dans la rue, vous voyez toutes sortes de
toutes sortes de premières pages de magazines, Science et Avenir, Science et Vie, etc., qui nous parlent du cerveau. Et le cerveau, notamment dans les manuels de bien-être, prend une place de plus en plus considérable, donc dans un rapport assez intime à nous-mêmes. Hein. Mon cerveau, c'est au centre de ma vie, ce qui fait que je dors bien ou mal, que je suis en forme ou pas en forme, etc. Donc le cerveau prend une place considérable. Et il prend même une place grammaticale considérable. C'est-à-dire qu'autant je peux dire « je pense » parce que j'ai un cerveau au sens où il faut un cerveau pour penser, mais c'est moi qui pense. Le glissement grammatical qu'on aperçoit de plus en plus souvent, c'est « mon cerveau pense ». On parle du cerveau du criminel, du cerveau du psychopathe, etc. Comme si le cerveau était érigé en position grammaticale de sujet. C'est le cerveau qui fait ma vie, c'est pas moi, Étienne Bamenet, qui pense et qui vous parle, c'est mon cerveau qui parlerait. Vous voyez, une forme de démission ici, de passivité à travers le cerveau. Et puis il y a une troisième science, là encore, qui nous rend très passifs, qui est la primatologie. Elle a beaucoup d'importance, la primatologie. On nous parle beaucoup de ce que les singes savent faire, de tout ce qu'on ne pensait pas qu'ils savaient faire, mais en fait, ils ont une morale, ils ont une politique, ils savent se réconcilier, ils ont des outils, etc. Bon. Et à chaque fois qu'on présente les choses de cette manière-là, on leur donne beaucoup de poids aux chimpanzés. C'est-à-dire qu'on dit, ou à nos ancêtres, disons, qui leur ressemblaient beaucoup, mais on leur donne beaucoup de poids, comme si au fond, ils avaient déjà tout. Ils avaient la technique, ils avaient la politique, ils avaient la morale, ils avaient tous les précurseurs, et puis ensuite, ce qui s'est passé avec nous, c'est pas grand-chose. Donc là aussi, je dirais, du côté de cette fascination pour les grands singes, se joue quelque chose d'une démission. Ils avaient le secret, ils tenaient le secret de notre humanité. Comme si là encore, l'humanité n'était pas ce que politiquement, par exemple, nous faisons, ou ce que nous faisons lorsque, après vous, dans des actes de politesse ou de civilité, qui font que, c'est l'humanité, c'est ça aussi. Voilà, c'est ce que nous faisons au quotidien. Non, l'humanité, c'est ce dont les chimpanzés avaient déjà le secret, ou nos ancêtres avaient déjà le secret, parce que l'évolution avait tout déterminé. Donc je pense que sur ce premier chapitre épistémologique, se joue quelque chose comme une forme d'hétéronomie à l'égard de nous-mêmes. On peut se méfier de ça. Non pas qu'il faille ne pas entendre ce que les sciences de la nature nous disent, bien évidemment, elles sont vraies. On n'a aucune raison de douter de ce que les primatologues nous apprennent, de ce que la biologie de l'évolution nous apprend, de ce que la génétique nous apprend, etc., de ce que nous apprend sur le cerveau. C'est simplement que ça n'est qu'une moitié de la vérité, si je puis dire. C'est ce que la nature fait de nous. Mais il se trouve qu'en tant qu'humains, nous faisons quelque chose de nous, et nous le faisons quotidiennement. Et donc, en particulier, écoutant ce que les sciences humaines, ou la sociologie, par exemple, ou les sciences politiques nous disent sur nous-mêmes, nous savons que nous avons à faire quelque chose de nous-mêmes, et que ça ne se fait pas sans nous. Donc je pense que nous avons à prendre des distances à l'égard de ce discours d'experts, en quelque sorte. On nous apprend que. Ce discours de spectateur désengagé, comme si j'allais apprendre ce que c'est que mon humanité. Non, l'humanité, c'est aussi ce que j'en fais, ce que j'en fais en première personne. Deuxième motivation à ce zoocentrisme, une motivation morale. Elle est évidente, je pense qu'elle joue un rôle considérable dans la conviction zoocentriste. L'idée est assez simple, elle consiste à dire que l'anthropocentrisme, c'est-à-dire l'idée que nous sommes différents de l'animal et supérieurs aux animaux, hiérarchiquement supérieurs, séparés et supérieurs, l'anthropocentrisme a pendant des siècles légitimé l'exploitation de l'animal par la chasse, par l'élevage industriel, etc. Et donc c'est cette idée d'une différence radicale entre les animaux et les humains qu'il faut expier, en quelque sorte, il faut s'en débarrasser, parce qu'elle a commis le pire. Elle est coupable. Alors je pense que là, on touche à une sensibilité d'époque, de même que le dispositif naturaliste, il est important aujourd'hui, il faut prendre du recul à son égard. De même, là, je pense que nous avons une sensibilité morale à l'égard des animaux, comme si creuser la différence, c'était rabaisser l'animal, comme si catégoriser, séparer, mettre dans des cases, comme on dit, en s'en méfiant beaucoup, c'était discriminer. Le mot discriminer, vous voyez, c'est à la fois l'idée d'une catégorisation forte, mais qui du coup est coupable, elle fait du mal. Discriminer, c'est catégoriser, mais du coup séparer et du coup mépriser. Vous voyez, discriminer, c'est à la fois un classement théorique et en même temps une faute morale. Alors autant il est bon
de ne pas discriminer dans nos rapports quotidiens, de ne pas objectiver, par exemple, de ne pas enfermer trop vite dans des catégories qui peuvent être trop facilement séparantes. Autant sur une question aussi importante que le rapport entre les humains et les non-humains, entre les humains et les animaux, je pense que la question trop de scrupules nuit à la pensée. Je pense que penser sous contrainte morale, penser en voulant surtout ne pas faire du mal à l'animal, je pense que ça ne produit pas une bonne conception des choses. Je vous le disais tout à l'heure, on peut parfaitement assumer une différence forte pour des raisons anthropologiques qui sont liées à notre passé évolutif et en même temps respecter les animaux et les respecter au-delà de cette différence. C'est la fameuse phrase de Bentham qui, à la fin du XVIIIe siècle, utilitariste anglais, a cette phrase très importante pour toutes les éthiques animales. Il dit « La question n'est pas de savoir s'ils parlent ou s'ils pensent, les animaux. La question n'est pas de savoir s'ils pensent ou s'ils parlent, la question est de savoir s'ils souffrent. » Et toutes les éthiques animales vont aller vers cette idée que la seule chose importante, c'est en effet le nerf de la guerre, pour elles, c'est la sentience, c'est la sensibilité. Donc c'est vrai, c'est important, on n'a pas besoin d'anthropomorphiser l'animal, de s'interroger, de savoir s'ils ont telle ou telle capacité cognitive, ce n'est pas la question. Pourquoi faudrait-il davantage respecter un singe intelligent que je ne sais pas, une pieuvre soi-disant cognitivement moins évoluée, etc. Ce n'est pas la question. La question, c'est la sentience. Or, sur la question de la sensibilité, pour le coup, je crois que s'installe quelque chose comme une nouvelle égalité, c'est-à-dire ils sont sentients comme nous, ils sont sensibles au plaisir et à la douleur, comme nous, et donc au fond, nous sommes à peu près les mêmes. Et quand vous examinez le discours des éthiques animales, vous apercevez qu'au fond, l'égalitarisme, l'antispécisme ne s'engage pas du côté des capacités cognitives. Parce que Bentham l'avait dit, ce n'est pas ça la question, il s'engage du côté de la sensibilité. Et là, il y a quelque chose qui s'est installé dans le discours des éthiques animales, qui est que nous sommes tous des êtres sensibles. Or, ce rapport à la sensibilité me semble très important. D'abord, c'est vrai que quelque chose a changé dans notre rapport à la sensibilité des animaux. Nous sommes devenus sensibles à leur sensibilité. Le mal qu'on leur fait nous fait du mal, c'est vrai. Nous avons de plus en plus d'animaux domestiques, et donc par une forme d'empathie assez immédiate, nous savons ce que c'est qu'un animal qui sent, qui ressent du plaisir ou de la douleur. Il y a une espèce d'échange empathique assez immédiat avec des animaux de compagnie qui a tout son rôle aujourd'hui. Par ailleurs, nous sommes sensibles à la sensibilité souffrante des animaux en batterie. Alors ils sont bien différents, ceux-là. On les oublie souvent, mais en même temps, quand on y pense, on se sent pas bien. Et là encore, c'est sur le mode d'une sensibilité. On se dit, zut, on leur fait beaucoup de mal. Bon. Donc ça, je pense que c'est important. On parle de schizophrénie morale à l'égard de ces deux types d'animaux. Il y en a qu'on aime et puis d'autres qu'on mange. Vous voyez ? Il y a ceux qu'on aime et ceux qu'on mange. Et en éthique animale, Gary Francione, qui est un philosophe d'éthique animale très connu, parle de schizophrénie morale. Souvent, c'est les mêmes animaux. Vous racontez à votre enfant le soir une histoire de 3 petits cochons, puis juste après, il va manger du jambon. Donc il y a celui qu'on aime, qu'on cajole, avec lequel on empathise, qu'on anthropomorphise, etc. Bon, il est de notre côté. Et puis il y a celui qu'on mange et qu'on objective. Voilà, c'est pas un sujet. Le jambon, c'est pas un sujet, c'est de la viande. Donc il se passe quelque chose du côté une histoire assez schizophrénique du côté de la sensibilité. Sauf que il me semble que sur ce dossier moral, ce dossier de la discrimination, nous ne devons pas discriminer, il se joue quelque chose d'autre. Il me semble qu'il se joue ici une question, d'une certaine manière, politique. Et je voudrais insister sur ce point parce que ça me semble le cœur de la question. Parce qu'on est en train d'assister d'ailleurs maintenant à des comment dire, on se raconte aussi pas mal d'histoires sur la sensibilité des arbres, etc. Suivez mon regard. Je pense que vous avez entendu parler de la sensibilité des arbres, qui se communiquent toutes sortes d'informations dès qu'ils sont agressés, etc. Bon. Et là encore, c'est une question politique. Il me semble que se joue ici quelque chose d'important. Il me semble, voilà l'hypothèse que je vous soumets, pour prendre les choses de loin, que notre rapport politique à l'autre homme est en train de mettre la sensibilité au centre. L'autre, pour nous, est en passe de devenir d'abord un être sensible avant d'être un vivant, parlant ou politique.
ou rationnelle. De quoi s'agit-il? Je voudrais évoquer quelque chose comme une forme d'illusion politique. Quand je dis politique, c'est au sens très large. Ce n'est pas forcément le fait de voter ou de militer, c'est le vivre ensemble dans sa construction politique. Je voudrais évoquer une forme d'illusion politique qui me semble constitutive de nos démocraties de marché, qui sont les nôtres, une forme d'idéologie qui leur est propre, et qu'elles sécrètent, qu'elles produisent comme une triste image d'elles-mêmes, une image très appauvrie d'elles-mêmes. Dans une représentation très appauvrie, très mainstream, très publicitaire au fond de la vie sociale, autrui se définit négativement par son intégrité physique et morale. Autrui, c'est d'abord quelqu'un à qui je ne dois pas faire de mal physique ou que je ne dois pas juger moralement. Il est là, tranquille, dans son coin, et surtout, le fait de vivre ensemble, c'est chacun dans son coin, et surtout ne pas se faire de mal les uns aux autres et ne pas se juger, chacun a droit à sa différence. Chacun comme liberté pure, mais une forme de liberté naturelle, comme une forme d'immunité. Ce que je suis socialement, c'est d'abord un cercle immunitaire, et surtout ne venez pas ni me faire du mal, ni me juger. Cette représentation immunitaire de la vie en commun, cette représentation-là, cette représentation minimale et très pauvre de la vie en commun, cette idée que nous sommes tous différents et que l'essentiel c'est de rester tranquille avec sa différence, cette idée d'une autarcie, d'une immunité, si elle se réfère à un principe qui la légitime, c'est bien la vie. Qu'est-ce qui légitime cette idée que j'ai droit à ma vie, sinon la vie en moi? La vie en moi, c'est cette idée que je mène ma vie et je ne veux pas qu'on vienne interférer dans ma vie. Autrement dit, cette vision très, très appauvrie de la politique, atomisée, immunisée, c'est une remarque que fait Charles Taylor, qui est un philosophe canadien, a pour valeur source la vie comme vie sensible à elle-même, sensible à tout ce qui pourrait lui faire du mal, physiquement ou moralement. Or, il est bien clair que nous sommes davantage que cela. On ne peut pas se contenter de ça, c'est faux. Si c'était ça, nous n'aurions pas conquis, par exemple, un espace démocratique. Justement, on ne pourrait pas justement parler de droit à la différence, on ne pourrait même pas parler de droit. Nous avons conquis par des projets communs, par des luttes communes, par des engagements communs, nous avons conquis, par exemple, ce droit à la différence. Mais nous avons conquis toutes sortes de choses en commun. Nous ne sommes pas que des soi immunitaires, chacun dans son coin et chacun obsédé par son immunité. Nous sommes bien davantage que cela. Et donc, ce qui s'oublie dans cette image très, très, très déflationniste de la vie en commun, comme si nous étions tous des isolats, des pures sensibilités, allergiques à tout ce qui peut nous faire du mal. Ce qui se perd, c'est l'idée d'une construction politique, civilisationnelle, commune, qui est notre histoire, et qui, j'espère, est une histoire qui se poursuit, et qui n'a pas fini. J'espère qu'on ne va pas s'arrêter en route, justement, dans cette espèce d'atomisme triste. J'espère que ce n'est pas notre avenir, ce soi immunitaire. Le fait est que nos sociétés sont, même si elles sont bâties sur un ensemble de principes rationnels, projetés en commun, nos sociétés sont vulnérables à ce type d'illusion. Je pense que nous vivons autour de nous. Nous le voyons très fort outre-Atlantique, aux États-Unis, dans cette façon de défendre sa communauté, son identité, contre tout jugement, contre tout ce qui pourrait venir juger cette chose de l'extérieur. Mais je pense que ça nous concerne nous aussi en Europe, et que ça vient en quelque sorte, et que nous avons à réfléchir cette image-là de nos démocraties. Et je pense que nous avons affaire, je vous le disais, à une forme de vitalisme. Cet idéal de tolérance radicale, au fond, est un vitalisme. Bien sûr, il est bon de ne pas faire de tort à autrui, il est bon de ne pas être paternaliste, de le juger à sa place, sauf que, mal compris, cet idéal-là, en réalité, c'est une image très distordue, très idéologique de la vie humaine. Dans une telle représentation vitalisée de la vie en commun, la vie humaine et la vie animale se valent. D'une certaine manière, pour reprendre un mot célèbre
Stéphanie de Monaco, l'animal est un être humain comme les autres. Hein. Oui, il est un être humain comme les autres, il faut le respecter. Ça veut dire, voilà, on est tous respectables. Si on est tous respectables, même l'animal. Et voilà, il n'y a aucune différence il n'y a aucune différence entre, nous sommes tous des êtres sensibles, hein, c'est-à-dire sensibles à ce qui est à leur intégrité. Sur ce plan atomisé, sur ce plan immunisé, où prévaut le droit de chacun à vivre sa vie, hein, eh bien, je ne suis pas différent de l'animal. Nous sommes tous les mêmes, en quelque sorte. Donc il me semble que se joue ici quelque chose de fondamental, hein, que et ça nous concerne, ça commence à concerner les plantes. Hein, quand sur un plateau de télévision, un garde-chasse allemand nous dit que les hommes n'ont rien à envier aux arbres parce que les arbres communiquent, sentent, se disent toutes sortes de choses les uns aux autres, souffrent, etc. Nous n'avons rien à envier à cette vie qui est la leur. Aucun des membres présents sur le plateau ne trouve rien à redire. Alors évidemment, on est entre gens de bonne compagnie, donc on ne va pas attaquer sur un plateau de télé, mais c'est très étrange qu'on puisse permettre de dire des choses aussi dingues. Vous voyez, parce qu'en effet, on se dit, bah oui, on va pas attaquer les arbres, ce serait méchant. Vous voyez, le caractère discriminatoire de ce type de jugement nous effraie en quelque sorte. Or, on peut parfaitement ne pas offenser, hein, et dire que la différence est grande, hein, d'un point de vue culturel entre l'homme et les animaux et les arbres. Sur ce second plan, j'aperçois, de même que j'apercevais du côté épistémique du rapport au savoir une forme de passivité, j'aperçois une forme de passivité ici. Là encore, nous sommes au spectacle. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, on regarde les êtres humains les uns d'un peu haut, comme ça, on se dit, bah oui, on est tous différents, c'est merveilleux. Hein. On les aperçoit tous atomisés, distincts spatialement, en quelque sorte, les uns des autres, puis on dit, ben voilà, chacun sa vie. Mais quand on pense les choses en première personne, c'est pas comme ça qu'on vit. Quand on pense les choses en première personne, on s'engage pour les autres. On dit c'est pas bien de torturer un innocent. On dit c'est pas bien de mentir. On dit tu viens de mentir. On s'engage les uns dans les autres. On s'engage les uns pour les autres. On ne cesse d'entremêler nos vies. Pour avoir une représentation atomisée de la vie en commun, il faut vraiment regarder les choses d'en haut, comme un spectateur désintéressé qui dirait bah oui, on est tous différents, c'est merveilleux, on est tous dans son coin. C'est une représentation singulièrement désengagé de la vie en commun, de dire que nous sommes tous des isolats, des atomes. Et c'est une représentation très triste d'une certaine manière, parce qu'elle ne s'engage pas dans l'idée de projet en commun. Vous voyez ? C'est un modèle très matérialisant au fond de la vie. Hein. On regarde les choses d'en haut, et puis on dit, ben voilà, il y a des corps séparés les uns des autres par de l'espace, et puis voilà. Et surtout, ne pas trop aller dans la vie de l'autre. Bon, ben non. Une vie humaine en première personne, c'est pas ça. C'est s'engager pour des valeurs. Et ces valeurs, elles concernent les autres aussi. Je peux avoir mon mot à dire sur ce que pense l'autre. Je peux dire, bah non, je pense que tu te trompes. Je pense que tu me mens, etc. etc. Vous voyez ? Donc ce rapport touristique à autrui, comme dit Badiou, ce rapport touristique à autrui, cette façon de dire, bah, l'autre il est là dans sa différence, puis je vais y aller, je vais aller voir, ah c'est bien, c'est sympa, puis mais je vais pas juger, je vais juste prendre le côté un peu folklorique et touristique, mais chacun dans son coin. Ce rapport touristique à autrui me semble faux. Et au fond, mais je pense qu'on est très complaisant à l'égard de ça, mais je pense qu'on pourrait là encore avoir une certaine distance à l'égard de ce rapport à autrui, ce rapport extérieur comme ça, et considérer qu'on peut mieux, on peut faire mieux, hein, que cette plate idéologie du rapport à autrui. Alors je parle longuement, là je vais abréger je pense qu'il y a une troisième motivation, mais je vais juste la dire très rapidement. Je pense que quand on se convainc que nous sommes des animaux comme les autres, il y a une troisième motivation qui est forte, qui est puissante, je pense, qui n'est pas le rapport au savoir, qui n'est pas le rapport à la morale, qui est un certain rapport à la métaphysique. En gros, pour le dire très vite, on se dit, dire que l'homme est un animal très différent des autres, ce serait retomber dans une forme de métaphysique. Ce serait dire que l'homme est un animal qui a en plus l'esprit, ou la raison, ou le langage, puis on met des majuscules, et ça évidemment, et on a bien raison, on n'en veut plus. On n'en veut plus de ces grandes substances, de cette analyse substantielle. On a bien raison de ne pas vouloir ça. C'est absurde. Nous sommes produits d'une évolution longue, hein, qui a transformé progressivement nos comportements, et il n'y a pas un esprit qui un jour est descendu dans nos corps pour les sanctifier. Bon. Donc on a bien raison de refuser la métaphysique.
Mais je pense très simplement qu'on peut, on peut apercevoir, quand on s'intéresse à l'hominisation, à l'anthropogénèse, hein, ce devenir homme de l'animal, on peut apercevoir des effets de seuil qui ne sont pas de la métaphysique, qui sont des effets de seuil fonctionnels. Ce sont des comportements nouveaux. Nous nous sommes faits humains par l'invention de règles, d'institutions, par le langage. Et ce n'est pas de la métaphysique de dire ça. Ce n'est pas de la métaphysique. Quand vous dites que, vous voyez, c'est celui qui veut, le problème de celui qui veut absolument refuser la métaphysique, c'est qu'il va refuser les grandes entités, il a bien raison, mais par crainte de la métaphysique, il va retomber dans une analyse totalement matérialisante pour éviter toute chose qui lui rappellerait la métaphysique. Donc le problème de l'anti-métaphysique, c'est qu'on réduit l'humain. Quand vous analysez la monnaie, un billet, vous pouvez vous dire, oui, je ne suis pas métaphysicien, la monnaie c'est du papier. Ben non, c'est pas du papier, c'est une convention, c'est une institution, la monnaie. Et ce faisant, quand je dis ça, je pense être près de la chose même, je pense dire ce qui en est de la monnaie, je ne fais pas de la métaphysique. C'est une convention, ben voilà, c'est juste c'est comme ça. Mais vous refusez les grandes entités métaphysiques et foncez dans du matériel, considérez que celui qui a le dernier mot sur le billet de banque, c'est le papetier, ben c'est faux, c'est idiot. C'est pas comme ça que ça se passe. La sociologie, l'économie, ce sont des sciences humaines, nous apprennent qu'il y a des conventions, des règles, des institutions, et c'est ça qui fait l'humain. Et donc le problème de l'antimétaphysique, c'est ce passage, ce renversement du pour au contre. On refuse les grandes entités, les grandes substances, mais on passe du coup, on fonce vers des analyses matérialistes. Et ce faisant, on rate l'humain, en quelque sorte. Parce que l'humain, c'est un peu plus comme les animaux d'ailleurs. Enfin, les animaux, c'est pas juste du biologique, c'est aussi des comportements, des fonctions qui s'organisent, etc. Bon. Mais c'est pas pour autant de la métaphysique. On rate l'humain. Et on le rate soit par défaut, on matérialise, on réduit, ou alors parce qu'on n'est pas satisfait, on fait revenir de la métaphysique. On dit oui, non, mais c'est vrai que c'est un peu plus que ça. L'humain, c'est la conscience de soi. Bon, on ne sait pas ce que c'est, mais on dit la conscience de soi comme une grande substance. C'est le langage, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est pas le fait de parler, c'est le langage. Bon. Et là, comme l'analyse réductionniste et matérialiste n'est pas satisfaisante, la métaphysique est toujours là, et notre lexique est tout plein de ces grandes entités qui ne sont absolument pas explorées. Là, la notion de conscience de soi revient très souvent dans l'imaginaire des gens. On dit, mais l'humain, il a conscience de soi. Quoi, les animaux, ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Quand ils souffrent, ils n'ont pas le sentiment très profond qu'ils souffrent, et que c'est très intimement qu'ils souffrent. C'est absurde de dire la conscience de soi comme c'est une espèce de grande entité. Et donc le problème de l'antimétaphysique, c'est qu'on rate l'humain par excès ou par défaut. Soit on est dans le défaut réductionniste, soit on est dans une espèce d'excès métaphysique, et c'est bien dommage. Et donc je pense que là, il faut une analyse sobrement fonctionnelle. Il faut décrire des comportements, il faut décrire des institutions, il faut décrire des contrats, il faut décrire des règles, etc. Et je pense que ça n'est pas faire de la métaphysique, c'est juste approximer l'humain là où il est. Or, le point commun, si je puis dire, le point commun à la métaphysique et à l'antimétaphysique, à l'excès et au défaut dans l'analyse de l'humain, c'est que là encore, on aperçoit les choses de l'extérieur, on ne s'engage pas dans l'humain. Quand on s'engage dans l'humain, quand on se demande ce que c'est qu'un comportement humain, comme par exemple la monnaie, par exemple, ou le fait de parler, on aperçoit, quand on s'engage en première personne, subjectivement, on aperçoit une vie très particulière, qui n'est pas pour autant métaphysique, mais on aperçoit une vie très particulière. Une vie qui se décentre en particulier en direction des autres, qui se décentre fondamentalement en direction d'autres vies que la nôtre. Nous avons cette étrange vie qui consiste à nous mettre à la place des autres lorsqu'ils parlent, à nous mettre à la place d'un être vivant lorsqu'il souffre. Nous ne cessons de nous décentrer, alors non pas parce que nous sommes géniaux, non, tout simplement parce que ça appartient aux institutions humaines. Il y a une institution qui s'appelle la morale, qui consiste à écouter l'autre dans sa souffrance. Il y a une institution qui s'appelle le langage, qui consiste à écouter l'autre et le point de vue de l'autre lorsque nous parlons. Et donc nous ne cessons de nous décentrer les uns en direction des autres. Ça configure une vie très particulière, et ça, il faut l'entendre. Mais pour ça, il faut rentrer, il faut un discours en première personne. Et donc, pour conclure, je dirais que le point commun, si je puis dire, aux trois motivations zoocentristes, la motivation épistémique, un certain rapport au savoir, un certain naturalisme qui est très exclusif, qui oublie les sciences humaines,
un certain rapport à la morale, la hantise de la discrimination, la hantise de tout ce qui pourrait nuire à l'autre, hein, et enfin une certaine antimétaphysique. Le point commun, si je puis dire, c'est un certain désengagement. C'est une certaine désubjectivation du discours. Comme si nous regardions l'humain de l'extérieur, à travers un certain savoir, une certaine morale, à travers une certaine philosophie antimétaphysique. On le regarde de l'extérieur et on oublie que l'humain, c'est ce que nous faisons en permanence. Là, quand je parle, je fais quelque chose d'humain, c'est-à-dire que j'essaie de mettre à la place de tout un chacun pour essayer d'anticiper ce qu'on pourrait penser, etc. Dans une discussion, je me mets à la place des autres, quelque chose de très humain que je peux faire ou ne pas faire. Dans une discussion, on peut ne pas écouter les autres. On peut juste prendre le dernier mot de ce qu'a dit l'autre et puis hop, on parle de soi. C'est pas très humain, ça. C'est pas très civique. C'est pas très civilisé, c'est pas très beau. Voilà, ça c'est pas humain. Et l'humain, est ce que nous faisons en permanence. C'est pas juste quelque chose que les sciences ou une certaine morale comme ça, très mécanique, hein, chacun pour soi, ou une certaine antimétaphysique nous apprennent. On peut nous apprendre ce que c'est que l'humain, mais on peut aussi le faire, on peut aussi le construire, on peut aussi l'instituer. Et donc il me semble que nous avons de sérieuses distances à prendre à l'écart d'un certain discours zoocentriste qui, au fond, est un discours très hétéronome. Je ne suis plus autonome dans mon discours sur l'humain. Je le délègue à une certaine science, à une certaine morale, à une certaine philosophie antimétaphysique. Ben non, on peut aussi penser notre humanité en première personne. On peut aussi la penser subjectivement, hein, en considérant que l'humanité se fait et s'institue à tout moment. Voilà, je vous remercie. Bon, comme le veut la coutume en général, je vais me lancer par la première. On l'a bien vu dans ton discours. Finalement, ton discours implique également une forme de défense des sciences humaines. Finalement, une forme de défense d'une certaine irréductibilité des sciences humaines par rapport à ce que peuvent nous apporter les sciences de la nature. À t'entendre, on a parfois l'impression, et donc j'aimerais peut-être t'inviter à dissiper sans doute cette impression. On a l'impression que d'un côté, un certain discours, non pas tant des sciences de la nature, mais sur les sciences de la nature, tend à nous rendre spectateurs de nous-mêmes, tend finalement à produire un effet d'objectivation, de passivité, alors que finalement, une fois qu'on retourne du côté des sciences humaines, tout va bien, on peut se ressaisir à part entière comme être humain aussi. Nous pouvons à nouveau savoir ce que ça fait d'être humain. Nous avons conscience de l'humanité comme quelque chose dont nous sommes responsables, que nous pouvons faire. Est-ce que les choses sont si simples? Est-ce qu'il suffit de se placer sur le terrain des sciences humaines pour justement échapper à l'objectivation, échapper à la passivité, échapper au spectateur? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un mauvais usage des sciences humaines, une certaine manière d'écouter ce que nous disent les sciences humaines ou certaines sciences humaines qui peut produire des effets analogues? Finalement, est-ce que le problème, c'est de passer des sciences de la nature aux sciences humaines, ou est-ce que c'est une certaine manière d'écouter leur discours et d'utiliser leur discours qui est en jeu ici? Merci beaucoup, quelle belle question, Mathieu. Non, mais tu as 1000 fois raison et je suis beaucoup plus nuancé dans mon ouvrage. Hein. Bien évidemment, les sciences humaines ne sont pas d'une pièce, et elles sont même incroyablement, et c'est toute leur richesse, ambiguës, c'est-à-dire qu'elles sont tentées par un naturalisme et une objectivation de l'humain parce qu'elles viennent de là, d'une certaine manière, elles s'inventent au XIXe siècle sur le modèle des sciences de la nature. Mais leur objet, c'est le sujet humain, en quelque sorte. Et ce sujet-là revient toujours en permanence. Il y a comme dit Foucault, il y a une inquiétude des sciences humaines, une espèce de tension qui est constitutive des sciences humaines et qui font qu'elles ne cessent d'hésiter, en quelque sorte, entre un pôle objectiviste, naturaliste dur, et puis des retours de compréhension, de signification, de subjectivation, qui font qu'elles ne cessent de batailler les unes contre les autres, elles ne cessent d'être inquiètes, elles ne cessent de réobjectiver ou au contraire de resubjectiver leur discours, elles ne cessent d'être tendues entre un pôle objectiviste, naturaliste fort, mais ce que je dis est très banal, hein, et un pôle au contraire de resubjectivation, de compréhension, de signification, etc. Ça me semble important parce que ça veut dire que bien sûr l'objectivation est là, mais au fond, quand on lit les sciences humaines, on est toujours appelé comme lecteur ou comme auditeur d'une conférence, on est toujours appelé à se dire, bon, est-ce que cette objectivation produite par la sociologie, telle loi, etc., de comportement, est-ce qu'elle est ce que je vis?
Et cette question-là, on se la pose toujours comme auditeur ou lecteur, c'est-à-dire on se dit, est-ce que c'est conforme à mon expérience? Alors, il y a des blessures narcissiques qui sont opératoires, hein, du côté des sciences humaines, il y a des suspensions de l'incrédulité, on apprend en effet certaines choses, l'expérience de Milgram, hein, dans les plus connues, les plus tarte à la crème, on apprend qu'en effet, voilà, il y a beaucoup plus de cruauté en nous, ou alors d'autorité épistémique en nous qu'on ne le pensait, etc. Bon, il y a des choses qu'on apprend par les sciences humaines qui ne sont absolument pas ce qu'un sujet vivant aurait pu prédire, mais il y a toujours dans la manière dont on les reçoit, cette question-là qui est toujours là, est-ce que moi, sujet vivant mon expérience, moi, sujet de mon monde de la vie, est-ce que ça correspond à ce que je vis? Et là, il y a une forme de tribunal, hein, de critère qui est irréductible, je dirais. Alors que ce n'est pas du tout le cas en sciences de nature. On peut se démettre complètement de soi-même en sciences de nature et apprendre qu'en effet, voilà, la composition, par exemple, que cette table, les deux tables de Eddington, hein, cette table est vide. C'est des atomes, et puis entre les atomes, c'est du vide. On apprend des choses complètement folles en sciences de nature. En sciences humaines, on ne peut pas apprendre des choses folles. On peut apprendre des choses qu'on ne savait pas, mais elles seront toujours remises en perspective de ce que nous vivons en première personne. Et ça me semble très important. Donc il y a quelque chose d'irréductible, même si en effet, tu as tout à fait raison, ce n'est pas d'une pièce. Tout à fait d'accord avec toi. Oui, moi je travaille en psychologie clinique, donc une science qui s'intéresse particulièrement au procès de la subjectivation. Dans une orientation phénoménologique, donc une autre science qui s'intéresse particulièrement et qui met l'expérience en première personne au centre de son élaboration, enfin de toutes ses élaborations. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tenté par cette interdisciplinarité ou cette transdisciplinarité avec les sciences naturelles. Et je voulais savoir quel est votre avis, vous qui avez beaucoup travaillé ces questions, sur les courants actuels comme l'éco-psychologie, comme, avec ce projet qu'ont par exemple des gens comme Pierre Hadot, Pierre Montebello, Searls, Descola, d'une science humaine naturelle. Je voulais savoir quel est votre avis là-dessus et comment vous voyez cette perspective. Je ne vais pas être gentil. Non, parce que d'un côté, je vois très bien que... Alors, pour prendre par exemple le cas de Descola, Viveros de Castro, etc., ce qu'on appelle l'anthropologie de la nature, consiste à dire, attention, les Occidentaux ont séparé radicalement l'humain des non-humains, et il s'agit peut-être, dans une ontologie dite naturaliste, hein, chez Descola, et il s'agit de pacifier nos rapports à la nature et d'entendre ce que d'autres ontologies, comme par exemple l'ontologie animiste, amérindienne, animiste, fait de notre rapport à la nature. C'est un rapport beaucoup plus de commerce, comme on disait, le doux commerce. Hein, voilà, on dialogue avec les êtres naturels, on leur prête une personnalité, et donc le rapport est beaucoup plus pacifique avec les plantes, les animaux, dans un univers animiste que dans un univers occidental où, au contraire, nous sommes comme maîtres et possesseurs de la nature. Et donc ils ont raison, d'une certaine manière, d'aller vers plus de douceur et plus de paix. Mais mais en quoi, l'action que je pose, c'est en quoi l'animisme peut être pour nous une source d'inspiration. On l'a dépassé d'une certaine manière, on ne peut pas se mentir. On ne peut plus se faire croire que les êtres vivants sont des personnes. La sensibilité, les êtres, je parle des plantes par exemple. On ne peut pas dire que l'arbre est une personne, on peut dire qu'il a un conatus, un vouloir vivre, que c'est autre chose qu'une pure matière, on est bien d'accord. De même, on ne peut pas dire que l'animal, parce que le problème de l'animisme, c'est un anthropomorphisme. C'est dit très clairement, hein, par Viveros de Castro, c'est-à-dire qu'on prête aux animaux comme aux plantes une personnalité, c'est-à-dire une volonté en particulier, une représentation de ce qui est, etc. Bon. Est-ce qu'on peut animer de cette manière-là la nature? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à être plus précis quand on parle des animaux du côté du type d'intentionnalité affective, pratique qui est la leur? Vous voyez, est-ce qu'on ne peut pas être plus précis? Moi, j'ai le sentiment parfois, à propos de l'anthropologie de la nature, que on revient quand même à une forme de superstition, de choses qu'on avait dépassées, vous voyez, et moi ça me choque un peu, parce qu'on est en train d'aller vers une forme de révolution dans le rapport au vivant, et c'est très bien. Mais ça peut être l'occasion de nouveaux contes de fées. Ça peut être l'occasion de faire délirer la nature avec nous, comme disait Spinoza, et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Quant à Montebello, c'est un peu différent. Il n'est pas le seul à dire que... alors, c'est ça, moi, là, pour le coup, j'ai un problème, et je m'en suis expliqué avec lui il y a 6 mois, je me souviens très bien. Pour moi, le problème, c'est le problème de la subjectivité.
je pense que les animaux sont des sujets. Ce sont les sujets de leur vie. Pour la plupart d'entre eux, ceux que nous croisons, ceux que nous rencontrons, sont des sujets. Ils ont en effet une forme d'intentionnalité qui est la leur. Ils visent des choses autour d'eux, d'un point de vue perceptif, affectif, etc. Bon, ce sont des sujets. Et donc je peux, d'une certaine manière, empathiser. Je peux me mettre à la place du chien qui souffre quand on le tape, etc. Bon. En revanche, Montebello et une certaine philosophie de la nature, pas de la vie, mais de la nature, va plus loin. Elle va essayer de comprendre la nature matérielle et de la comprendre spéculativement à partir de principes philosophiques. Et là, je pense qu'on passe un seuil. Autant je peux comprendre ce que c'est qu'une autre subjectivité vivante, autant la matière, pour moi, c'est ce qui appartient aux scientifiques, aux sciences de la nature, et je ne vois pas trop ce que la philosophie aurait à dire dessus. Pour un Pierre Montebello, comme pour d'autres qui spéculent aujourd'hui sur la nature, il se joue quelque chose dans la nature matérielle qui est de l'ordre en quelque sorte de la vie. C'est d'une certaine manière une première étincelle de la vie. Pour moi, non, je ne pense pas que la nature matérielle soit de l'ordre de la vie ou de la subjectivité vivante. Là, je pense que la philosophie s'arrête et laisse la chose aux sciences de la nature. Donc c'est un autre type de problème pour moi. Mais c'est un réel problème. Et je ne dirais pas qu'on s'est empoigné, mais j'étais le conférencier, il était dans le public, il me dit, mais quand même, tu sais bien que la nature matérielle, c'est plus que la matière, etc. Non. Vous voyez. Et là encore, pour moi, c'est une forme de délire, au sens où là encore, on risque de faire délirer la nature avec nous. Vous voyez. Donc ce sont deux problèmes un peu différents, mais qui se rejoignent d'une certaine manière. Bonsoir, merci. Étienne Rodari, j'hésitais à intervenir parce que je serai dans la table ronde demain, mais je vais quand même le faire parce que j'avais 2 points qui me paraissaient importants. On se voit demain à la table ronde, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Le premier point, c'est vous parlez de cette tendance à une sorte de naturalisation de la question dans cette première remarque épistémique, et vous faites absolument pas référence à l'ensemble du mouvement des sciences naturelles vers les sciences sociales, justement, qui, travaillant sur les animaux, se voient obligés de réintroduire des questionnements propres aux sciences sociales à l'intérieur de leur corpus de sciences naturelles. Donc je pense qu'il y a un double mouvement que vous ne semblez pas, que vous n'évoquez pas en tout cas dans votre conférence, qui me semble absolument fondamental pour comprendre ces articulations compliquées, parce que c'est pas univoque et on est dans une procédure où on voit apparaître. Alors quand on dit la culture des animaux, c'est absolument pas, ça ne dit rien des difficultés à prendre en compte l'analyse des sociétés animales par le seul prisme des sciences naturelles et notamment de l'éthologie. Voilà. Alors, vous avez évoqué la primatologie qui effectivement a fait ce premier pas, mais il y a beaucoup d'autres disciplines maintenant qui effectivement se voient obligées de prendre en compte cette dimension science sociale sur les animaux. Ça, c'était une première remarque. J'essaie d'aller un peu vite. La seconde, j'ai cru déceler une sorte d'approche un peu progressiste dans votre propos quand vous dites qu'on ne peut plus aller vers de l'animisme à propos donc des ontologies de Descola. Je voulais vous faire part juste d'expérience, enfin non pas d'expérience, mais de processus sociaux qui sont à l'heure actuelle en train de se démultiplier à l'échelle mondiale, qui rétablissent les animaux, voire des éléments naturels plus larges, comme sujet de droit. Alors j'imagine que vous avez entendu parler de ça. C'est en Bolivie, en Équateur. En Bolivie, c'est carrément ou en Équateur, je ne sais plus, c'est carrément la Pachamama, c'est-à-dire la terre-mère, qui est considérée maintenant légalement comme sujet de droit. Vous avez l'Inde qui travaille là-dessus. Vous avez la Nouvelle-Zélande, c'est un fleuve qui est sujet de droit. Vous avez même en Nouvelle-Calédonie, territoire presque français, qui est en train de mettre en place un droit dans lequel pourrait être réintroduit ce genre de changement. Alors, sans donner de jugement de jugement de valeur par rapport à ces éléments-là, ce qu'il me semble, c'est qu'on est dans un processus où, même si on considère que c'est une sorte de délire, il y a des productions juridiques, donc encadrées, avec des débats, avec des politiques qui mettent en place ces cadres légaux, qui sont en train de se faire un peu partout dans le monde. Et alors bizarrement, ou au contraire de manière très intéressante, ça ne se fait pas là où ont eu lieu les premières discussions sur ces questions philosophiques de la nature comme sujet de droit. C'est-à-dire que c'est pas en Europe, c'est pas aux États-Unis, mais c'est justement dans des pays dans lesquels les contextes sociaux et donc
la formulation juridique qui en résulte ne sont pas proprement occidentaux. Et donc, je ne sais pas si on peut appeler ça un retour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a réellement des processus qui sont là très très importants et qu'il ne faut pas louper en termes d'analyse scientifique quand on travaille sur les sujets que vous abordez. Merci. Je compte en parler demain, ça, de ce dont vous parlez, cette idée qu'on assiste à une extension du domaine du droit ou des droits, de l'attribution des droits. Alors, je pense qu'il y a deux manières de faire la chose. Soit vous posez la question, vous dites, par exemple, une question qu'on se pose souvent, et je pense une fausse question, les animaux ont-ils des droits ? C'est une fausse question. Les animaux n'ont pas de droits, de même que les humains n'ont pas de droits. Ils se sont donné des droits universels, une espèce de création institutionnelle assez incroyable, puisque ce sont des droits transnationaux, là où la plupart des droits, en général, sont attribués dans le cadre de l'État, d'un État national. Il se trouve que nous avons créé des droits transnationaux, des droits universels, et que se pose la question de savoir si nous allons attribuer à des animaux ce type de droit. Vous voyez, il y a deux manières de concevoir le droit. Soit vous le concevez de manière essentialiste, en disant « ont-ils des droits ?» Et pour moi, c'est une mauvaise métaphysique. De même, les forêts, la forêt amazonienne a-t-elle des droits ? Bon, et on risque à nouveau de faire délirer la nature. Soit on se pose une question beaucoup plus sobre, c'est voulons-nous donner à tel écosystème un droit, c'est-à-dire une forme de périmètre sécuritaire qui fait que il sera à l'abri d'une certaine prédation technologique, etc. Et c'est bien différent, parce que dans ce second cas-là, voulons-nous donner des droits à tel type d'être naturel ? C'est une construction humaine, c'est un engagement civilisationnel, et c'est tout à notre honneur, il faut y aller. Mais certainement pas en se demandant s'ils ont des droits. C'est une fausse question, je pense. Les animaux n'ont pas de droits, les êtres humains n'ont pas de droits. On n'a pas été élus par je ne sais quelle divinité juridique pour porter des droits. Il se trouve que nous décidons d'élargir le cercle des droits, et donc c'est une forme d'engagement ou de construction humaine. Donc je vois très bien ce que vous voulez dire sur ces différentes attributions de droits. Ça remonte quand même à quelques années maintenant. Et donc c'est un point important, mais il y a deux manières antithétique de le faire, et je pense que il faut pas. C'est pas parce que certains pays donnent des droits à un fleuve, par exemple, que tout d'un coup le fleuve s'anime. Non, c'est l'État qui s'honore de le faire. C'est pas pareil. Et l'autre remarque que vous faisiez, je vois bien ce que vous voulez dire sur le fait que les sciences sociales se naturalisent, vont chercher du côté, enfin c'est ça que vous voulez dire, vont chercher du côté de socialité naturelle des antécédents et à notre propre socialité. Mais je l'examine dans mon ouvrage, notamment Dominique Guyot, sans doute vous connaissez, qui le fait très bien, cette intrication des sciences sociales et des sciences de la nature. Mais il ne faut pas perdre de vue que voilà, c'est très important, vous avez tout à fait raison, je vous suis parfaitement là-dessus. Mais ensuite, on verra ce que ça donne du côté d'un continuum ou pas. La question de la légitimité, par exemple, du côté des socialités humaines, du côté des pouvoirs humains, est une question qui, à mon avis, n'appartient pas au règne animal. Donc on peut aller très loin dans la continuité, mais il y aura, à mon avis, on se heurtera toujours à des effets de seuil. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Mais il se trouve que les politiques humaines sont animées par un réquisite, une exigence de légitimité. Aucun homme fort ne se dit simplement fort. Même Trump, vous voyez, même Trump dit « je suis là pour votre bien, je suis là pour refaire le bien de l'Amérique ». Même lui, vous voyez, même le plus idiot des hommes politiques veut être légitime. Vous voyez, donc je pense qu'on se heurtera dans cette naturalisation des sciences sociales ou dans cette socialisation des sciences naturelles, on se heurtera toujours à des effets de seuil, notamment du côté de la question de la légitimité, mais pas que, bien sûr. Merci Étienne pour ces réponses et pour cette conférence. On reprend, donc les activités se poursuivent dans 1 heure, à peu près à 21h, dans la salle des chœurs, si je ne m'abuse. Autant pour moi, à l'auditorium de Saint-Charles. Et donc, nous aurons le plaisir de vous y retrouver, donc dans 1 heure environ. Merci à tous. Merci à vous.